France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie. Il est un de nos comédiens les plus actifs, les plus appréciés depuis 20 ans. Il est à l'affiche de plusieurs films par an, au moins 2 pièces par saison. Il met en scène aussi. Il est sociétaire de la Comédie Française et il trouve le temps d'écrire. Un de ses livres, Voix off, Ode aux voix qui l'ont ébloui et nourri, a remporté le prix Féminin de l'Essai en 2008. Il sait nous faire rire, il sait nous émouvoir. Et dans le livre qu'il vient de publier, on en apprend plus sur lui. On apprend ses doutes, ses inquiétudes de jeune homme et aussi son amitié avec la famille de Pierre Bourdieu, fondamentale dans ses années de passage vers l'âge adulte. Denis Podalides est l'invité des midis. Bonjour Denis Podalides. Bonjour. Et bienvenue dans les midis de culture. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement. Ce nouveau livre, L'ami de la famille, souvenirs de Pierre Bourdieu, paraît dans une nouvelle collection chez Julliard, qui est dirigée par Caroline Brouet, qu'on connaît bien sur France Culture. Collection qui s'appelle Camera Obscura et dont les récits doivent partir d'une image. J'aimerais que vous nous décriviez tout simplement l'image, la photo que vous avez choisie. Qu'est-ce qu'on y voit ? Mais c'est moi, tout simplement. Et j'ai même eu beaucoup de mal à comprendre le sens de cette image quand Emmanuel Bourdieu me l'a fournie, parce que je ne trouvais pas de... Caroline Brouet me demandait si j'avais des images de moi avec Pierre Bourdieu, par exemple. Je n'en avais aucune. Et eux n'en avaient pas non plus. Et finalement, on est tombé là-dessus. Et Caroline a trouvé l'image assez bien. En fait, je me tartine de crème solaire. C'est ça, c'est ce que je me demandais, oui. Et j'ai un chapeau que je ne reconnais absolument pas. Et même, je crois, les enfants Bourdieu se souviennent très vaguement qu'ils devaient être chez eux. C'est dans le jardin de la maison des Bourdieu, dans le petit village près de Pau, dans le Béarn, dans la région natale de Pierre Bourdieu. Donc vous êtes c'est l'été visiblement. C'est l'été, je suis en vacances là et je bulle, je fais rien du tout. Et avec Emmanuel et aussi Laurent et Jérôme, on joue au foot, on fait du tennis. Et pendant ce temps-là, Pierre est dans son bureau, dans un bureau qui est au fond de la maison. Et il travaille. De temps en temps, il sort de son bureau et cette présence m'intrigue, me fascine. Est une sorte de projection paternelle aussi, ouais. Sans doute, de père idéal, même si j'ai jamais tâché de substituer cette famille-là à la mienne. C'était un endroit où j'étais bien, je me sentais bien, où j'étais même heureux, alors que j'étais plutôt un jeune homme anxieux. Et je retrouve sur cette photo cette insouciance que j'avais dans ces moments-là et dans ce lieu-là. Alors, on va bien sûr continuer à discuter de ce qui s'est passé dans ces années-là et du rapport que vous avez pu avoir avec Emmanuel Bourdieu, qui a été votre ami, et son père. Emmanuel, vous l'avez rencontré dans les années 80 en Cagne, au lycée Henri IV à Paris, et puis c'est comme ça, en devenant ami avec eux, que vous allez rentrer dans la famille Bourdieu, participer aux vacances, notamment dans le Béarn natal de Pierre Bourdieu. On va écouter, si vous le voulez bien, Denis Podalides, un extrait. C'est les premières pages de votre livre. Il n'y a pas eu de première fois. J'ai dû le croiser alors qu'il revenait du Collège de France, ou rentrait de voyage, sortait de son bureau ou s'en allait promptement. Il faisait tout promptement. Peut-être était-ce un autre jour. C'était toujours en coup de vent. Emmanuel a dû faire des présentations rapides. Salut. J'entends le ton sympathique et légèrement distrait de l'apostrophe. Je vois le sourire engageant et déjà ailleurs, la disparition de l'homme au travail s'enfermant dans son bureau ou passant la porte. Je n'ai pas de première impression marquante ou solennelle qui aurait frappé ma mémoire et dessinerait le tableau de ma rencontre avec lui, fournirait le premier texte de ce livre, une phrase, une leçon édifiante, une énigme. Est-ce en cette fin d'après-midi ou une autre fois que j'ai rencontré Pierre Bourdieu ? Entrer dans sa maison à A m'impressionna. Je le situais naturellement dans la galaxie des Foucault, Deleuze et Derrida, dont ma connaissance n'était pas moins limitée, mais sachant qu'ils étaient l'élite la plus prestigieuse des intellectuels français. Je ne savais de lui que peu de choses, je maîtrisais mal les concepts philosophiques et sociologiques que je connaissais surtout par ouï-dire, me laissant éblouir par sa célébrité même, acquise à mes yeux lors d'une brillante apparition à l'émission Apostrophe que ma famille ne manquait jamais.
La maison et le jardin me parurent immenses. J'en garde un souvenir lumineux et flou. Flou parce qu'en réalité, ni l'un ni l'autre n'était vaste, mais mon enthousiasme me faisait tout agrandir. Je me rappelle nettement l'idée qui ne me quitta plus. Les enfants avaient dû être heureux ici. Emmanuel et ses 2 frères, Jérôme, l'aîné, et Laurent, le benjamin, y avaient grandi et joué. J'imaginais cela d'après mon propre jardin familial et notre immeuble versaillais où mes propres frères et moi avions aussi heureusement grandi et joué. J'avais la sensation d'une symétrie et d'un léger décalage que je n'identifiais pas tout à fait. Denis Podalides, ce qu'on entend d'abord, c'est vraiment l'émerveillement que vous ressentez en les rencontrant. D'ailleurs, vous dites plus loin, un peu plus loin dans le livre, que ces années ont le goût du paradis perdu. C'est fort, hein, comme expression. Oui, c'était des étés merveilleux où je sais pas, le monde était vaste, d'ailleurs comme ce jardin des Bourdieu, les maisons, tout était lumineux. C'est presque une sensation physique qui, dans ma famille à Versailles, mes parents se séparaient très douloureusement. Ça crée une atmosphère vraiment sombre. Et la bascule dans la famille Bourdieu, évidemment, c'était d'abord au niveau de la lumière, comme ça, du noir au soleil, tout simplement, et aussi d'une certaine pesanteur à tous les niveaux. La ville de Versailles me paraissait très pesante, très bourgeoise, mais toutes mes convictions artistiques, politiques, c'était des convictions très floues également, les unes comme les autres. Hein. J'ai jamais été un engagé de la première heure. Et tout était flou. Voilà, il y avait un grand flou. Et là, j'arrivais dans cette famille où la mémoire me joue des tours, mais dans une famille où il y avait une sorte de bienveillance qui était elle très claire. Il semblait y régner une loi, une règle de vie qui était tout sauf d'ailleurs contraignante. Elle n'était pas inscrite d'ailleurs. Je ne me pliais pas à un devoir, à une façon de me tenir. Et je constatais chez ces enfants Bourdieu une grande liberté d'esprit, une sorte de... Alors tout ça, quand je leur en parle maintenant, ils sont très surpris par ça parce qu'ils ont eu aussi des adolescences. Toute adolescence finalement est difficile et même s'ils avaient conscience d'être quand même dans une famille assez heureuse, néanmoins ils ont connu leurs difficultés. Et quand je raconte ça, eux ils s'étonnent un peu. Ça leur paraît. J'ai donc idéalisé et je parle depuis mon idéalisation de la chose. Mais c'est vrai que très vite, j'étais aussi fasciné par l'idée de rencontrer un grand intellectuel, pas simplement un grand écrivain, un grand artiste, même si je n'en avais pratiquement rencontré aucun, mais un homme de pensée. Et pourquoi c'était si impressionnant pour le jeune homme que vous étiez ? Parce que j'avais découvert aussi via apostrophe et des bribes je sentais que cet homme-là était à la tête d'une entreprise intellectuelle de premier ordre, et que la sociologie, assez rapidement, pour ce que j'en ai su comprendre dans les premiers temps, c'était peu de choses, était une entreprise de libération aussi, de libération intellectuelle, de savoir se ressaisir soi-même par la prise de conscience des déterminismes sociaux, des habitus, d'où on vient. Et comme d'où je venais était assez difficile pour moi, était contradictoire aussi. Oui, vous dites que vous aviez 3 habitus. J'avais 3 habitus, oui. Vous voulez que je développe sur ces 3 habitus? Oui, c'est intéressant. L'habitus, c'est une façon de percevoir le monde. Ce sont un peu les lunettes dont nous n'avons pas toujours conscience, à travers lesquelles nous voyons le monde, et qui vient beaucoup de toutes nos habitudes sociales engrangées, de la culture qu'on a reçue, à la fois de la culture, disons, verbale, scolaire, etc., mais aussi toute cette culture inconsciente dont on se fait, et à travers laquelle on voit le monde. Donc ça nous a donné
des tas de préjugés. En fait, nous sommes tous porteurs de quantité. On ne peut pas faire sans les préjugés d'ailleurs, parce qu'on ne pourrait pas avoir une connaissance panoptique dès notre entrée dans la vie. Et donc moi, j'avais un habitus grand bourgeois, je dirais, issu d'une bourgeoisie commerçante qui me venait de ma mère. Un bel immeuble dans un beau quartier de Versailles, à l'entrée du Trianon, où le monde était immuable, où le monde était assez riche, avec un jardin privatif et puis un jardin royal. Une sorte de privilège tout à fait assumé, mais silencieux, qui ne se vantait pas. C'était tout sauf du bling-bling, avec un fond catholique. Je ne pouvais pas, à Versailles, je ne pouvais pas, dans ma génération, échapper au monde catholique. Alors ça donne un habitus très distant vis-à-vis des choses, volontiers réfugié dans la grande rêverie classique. Je lisais grands poètes romantiques, je lisais aussi les poètes du XVIIe, comme ça, où le monde est immuable, le monde ne changera jamais, la révolution n'est jamais arrivée jusqu'à Versailles, c'était une sorte d'intuition que j'avais. Donc, qui devait aussi un habitus de prudence, de goût du confort, j'ai toujours ça, goût quand même, on parle pas trop d'argent. Plus on en a, moins évidemment on en parle, et l'argent va dans la pierre surtout. Il faut avoir un capital immobilier, et à partir de là, vous pouvez vous intéresser à quantité de choses. Du moment où vous protégez ça, c'est bien. Du côté de mon père, qui était à Pied-Noir, arrivé d'Algérie, rencontré par ma mère très très jeune, beaucoup trop jeune aux yeux de ma grand-mère, qui le voyait comme un grand enfant un peu bébête. Il était jeune étudiant en pharmacie, mais sa famille était arrivée en France à la fin, après les accords d'Évian 62, donc une famille ruinée, avec un habitus colonial, qui est très contradictoire avec le premier habitus, parce que du côté de ma grand-mère versaillaise, on était très gaulliste. Les Pieds-Noirs haïssaient De Gaulle profondément, mais ils se sentaient trahis par De Gaulle. Et donc, et qui donne mon père, qui est un jeune homme déplacé dans une famille qui ne l'attendait pas spécialement, et dans laquelle il ne se sentait pas très bien, dans cet univers grand bourgeois. Donc c'est un univers tout petit bourgeois, bourgeois colonial, donc droite voire plus, avec un fond raciste. Je n'hérite pas du tout de ce fond raciste, au contraire je me mets à le haïr, mais je le hais en moi. C'est-à-dire que les habitus aussi, vous les sentez au plus profond de vous-même. C'est-à-dire qu'il faut plus que de la prise de conscience pour s'en défaire. Il faut du temps. Et pour recréer un autre habitus. Et j'en arrive à... Donc ce petit habitus-là, c'est ombrageux. Je sens une violence en moi aussi, une espèce de fond, mais complètement étouffé par le fond, l'habitus bourgeois, qui me donne la sensation d'une vulgarité intérieure, qui serait presque, malgré moi, avec une violence héritée de la violence coloniale. Mon père aussi était un adulte très impulsif, qui pouvait être violent, et je retrouve ces traces-là en moi-même, et ça me donne aussi un fond. Je fais volontiers le clown avec ça. Tout ça est très mythique, évidemment. Je me suis amusé à faire ce texte sur ces trois habitus c'est une reconstruction a posteriori quand même. Et le troisième habitus, c'est le cagneux, qui est parti à Paris et qui soudain se convertit à la nouvelle philosophie, à la sociologie, qui découvre Bourdieu et qui découvre aussi la notion d'habitus, et qui est capable de prendre un recul sur lui-même, mais c'est un recul un peu hautain, un peu scolastique comme ça, du jeune homme qui se croit à distance de l'univers concret, qu'il croit dominer de toute sa culture, et qui donne un parler un peu pédant, qui agace mon frère aîné, qui peut agacer ma mère, que mon père trouve d'ailleurs ne le perçoit même pas, parce qu'au moment de ces années-là, il est en proie à une très très grande détresse que je ne sais pas voir à ce moment-là. Et donc voilà, ça fait trois habitus qui s'entretuent, si je peux dire. C'est pour ça d'ailleurs après je m'étais totalement identifié au Liban. Quand j'ai découvert le Liban en 91, j'avais l'impression d'être le Liban. Le Liban, c'était une terre autrefois bénie, dans laquelle X et communauté se retrouvaient pour s'entre-massacrer. Et j'avais le sentiment d'être une espèce de terrain de bataille, comme ça, où des forces contradictoires qui poussaient l'une vers la comédie, l'autre vers les études, l'autre qui était la craintive, c'était toujours celle qui me ramenait à Versailles, dans le parc de Versailles, où j'allais noyer
rassurant. Rassurant, où j'allais essayer de me défaire de mes angoisses en marchant autour du canal, en faisant du vélo autour des canals de Versailles. Et c'est de cette fragmentation intérieure qui est née, ce que vous décrivez beaucoup dans la première partie de votre livre, cette image de vous-même qui est assez dégradée, et justement où vous idéalisez totalement la vie de votre ami Emmanuel Bourdieu et de sa famille. Voilà, on vous sent, oui, en difficulté par rapport à vous-même. Je l'étais. Emmanuel aussi l'était d'ailleurs. Oui. Je vois dans un contexte idéalisé, mais lui-même était. Nous étions tous les deux assez timides et travaillait aussi. Il était aussi travaillé à la fois par le goût de l'école, comme je l'avais aussi. Il était né dans un monde intellectuellement très riche. Il avait ça en héritage et il rêvait de cinéma. Sa famille n'avait aucun rapport avec le cinéma, donc on partageait le rêve de cinéma. Quand on est dans une famille, c'était le cas aussi de la mienne, quand il n'y a aucune attache, c'est une sorte de rêve abstrait, parce qu'on ne connaît personne, on a l'impression d'être totalement à des kilomètres, voire des milliers de kilomètres de cet univers-là, et on se demande bien comment on peut y pénétrer, parce qu'on a l'impression que c'est un univers qui vous fait entrer, mais pas dans lequel vous postulez pour entrer. Vous êtes choisi, c'est comme si j'avais l'image aussi que on était dans un espèce de marigot, et puis soudain, du fond du ciel surgit une main qui vient piocher dans le marigot tel ou tel élu qui aurait droit ensuite à la vocation. Donc c'était fait de beaucoup de rêveries disproportionnées et que notre livre de chevet à ce moment-là était l'éducation sentimentale de Flaubert, qui montre un milieu étudiant comme ça au moment de la Révolution 48. Alors, le contexte politique était quand même très important, même si je le déniais profondément. Je me sentais socialiste, mais s'il s'agissait d'aller dans la rue, je m'étais vraiment en queue de cortège, d'abord par peur. Je me souviens une fois de me retrouver dans un cortège où j'étais devant et j'ai entendu les CRS taper sur leur bouclier et ça m'avait foutu une telle trouille que je m'étais laissé dépasser par les suivants, et donc j'étais tout à fait dans cette position où Frédéric Moreau et Deslauriers, les deux personnages, donc qui rêvent de vastes cultures, qui se voient un peu, d'ailleurs parmi les meilleurs des poètes ou des écrivains, et qui ne se donnent pas du tout les moyens concrets d'y arriver, et qui profitent en même temps d'une assise bourgeoise pour pouvoir continuer de rêver indéfiniment, ce que Pierre Bourdieu a appelé l'état d'apesanteur sociale, quand on se met avant les choix possibles, entre les choix possibles, et on fait le choix de ne pas choisir. De pas choisir. Ouais. Donc d'éterniser ce que j'ai fait, moi, les études, de passer des études du secondaire, Cagnes, 3 Cagnes, et ensuite entrer au conservatoire qui encore éternisait le cycle scolaire. On va écouter la voix et les mots, bien sûr, de Pierre Bourdieu. Il était sur France Culture, c'était en septembre 1992. Il évoque la question de la vérité et de la fiction. Il commence par Flaubert, justement. Peut-être, enfin selon moi, en particulier Flaubert, s'est posé toute sa vie la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que de croire à une chose littéraire, et qu'est-ce que c'est que de faire croire à une chose, qu'est-ce que c'est de faire un récit crédible, et quelles sont les conditions pour que ce soit possible. Alors Mallarmé prolonge, Mallarmé dit oui, nous sommes dans un univers de fiction, et cet univers de fiction tient par la croyance collective, et les mots sont extraordinaires. J'étais étonné moi-même, de trouver ces mots chez Mallarmé. Et il conclut qu'il ne faut pas dévoiler la fiction, sinon on perdra le plaisir. Et c'est là que je suis en désaccord léger avec lui. Je pense que après tout, tous les hommes méritent la vérité. Alors ça, c'est un problème que le sociologue se pose souvent. Est-ce qu'il faut dire toute la vérité, ce qu'on croit être la vérité, comme pardonne, mais est-ce qu'il faut la dire, même si elle risque de désenchanter, de détruire quelque chose d'aussi précieux que le plaisir littéraire? Selon vous, quel rapport Pierre Bourdieu entretenait justement avec la fiction, avec les histoires, avec tant littéraire que théâtral d'ailleurs, mais justement, il le dit lui-même quand il critique Mallarmé, qui pense que la vérité peut être dite, n'a pas besoin d'entretenir un univers de fiction. D'ailleurs, j'ai cité une phrase, lui, qui m'intriguait. Il dit oui, je sais plus, je voudrais la lire telle quelle parce que je vais
Je vous donne le livre. Elle est très juste, cette phrase, mais je vais peut-être m'embarquer dans une idée que je vais pas pouvoir mener à son terme. La sociologie révèle que l'idée d'opinion personnelle, comme l'idée de goût personnel, est une illusion. On en conclut que la sociologie est réductrice, qu'elle désenchante, qu'en enlevant aux gens toute illusion, elle démobilise. Voudrait-on dire qu'on ne peut mobiliser que sur la base d'illusions ? C'est une très très bonne question. Ouais. Ça dit oui, non mais vous savez, c'est le vieux aussi, faut pas désespérer Billancourt. Donc laissez-leur croire, c'est le vieil argument aussi brechtien du petit moine. Les gens, ils n'ont que la religion, alors n'allez pas tuer leur Dieu, puisqu'ils n'ont que ça. Et il s'élève contre ça, Pierre, mais ça suppose un courage intellectuel, voire même une sorte de courage physique, courage du corps, pour affronter, dire la vérité. Alors Foucault avait fait des merveilleux cours au Collège de France là-dessus. Avoir le courage de la vérité, c'est un énorme travail. Personnellement, je ne m'en suis jamais senti la force, et donc j'ai basculé moi dans des univers purement fictifs. Mais j'ai besoin que des consciences comme celle de Pierre Bourdieu viennent me remettre dans le bain du réel, me renvoient vers les urnes, ou me envoient même s'il le faut, dans la rue. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un monde tellement inquiétant que j'ai du mal à écouter les informations. Ma femme me dit, mais tu lis pas, tu lis pas ce qui se passe. J'ai un mal fou, c'est terrible. Et je me réfugie dans l'histoire littéraire. C'est un refuge. Dans la lecture de romans, j'ai beaucoup lu Orhan Pamuk pendant toute cette grand romancier turc. Tout pour échapper à cette réalité sociale, économique, historique. Et depuis la réélection de Trump, alors je ne sais pas, je vais relire l'Iliade et l'Odyssée. Enfin, je fuis dans le passé le plus. Non, mais il faut quand même, évidemment, et il me faut quand même le courage de. Et donc ces questions-là, on peut pas mobiliser non plus sur des illusions. Donc j'ai conscience de basculer dans des univers fictifs, mais j'ai aussi conscience que c'est mal de le faire et qu'il faut. Mais quand mes enfants sont en bas âge, qu'est-ce que aujourd'hui ils sont devant un ou des avenirs extrêmement problématiques. Donc c'est un vrai problème, quoi, que je connais quotidiennement, en fait. Quand j'y pense maintenant, en discutant avec vous, ce que vous décrivez de la famille Bourdieu, qui était un peu idéale, mais même si elle n'est pas idéale, de toute évidence, c'était une famille qui allait plutôt bien, mais c'était une époque aussi dont vous parlez finalement. Sans doute. Alors j'avais pas conscience, parce que moi, dans cette adolescence quand même un peu difficile, puis on revient tout le monde, c'est la phrase de Nizan, je dirais, laisserai à personne de dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. On était perclus de problèmes, donc j'avais l'impression de vivre dans un monde terrible, moi. Avec j'ai vécu 81 vraiment comme une immense libération. L'élection de Mitterrand, ça c'était et notamment l'abolition de la peine de mort. Parce que c'était une question dont je parlais tous les jours avec des amis. J'étais très très marqué par le combat de Badinter, et quand j'ai rencontré plus tard Badinter, je pensais toujours, c'était un des grands héros de mon existence. Donc j'avais pas du tout le sentiment d'être dans un monde particulier. Surtout, il y avait le tournant de la rigueur, c'était en 83, et donc on avait le sentiment que jamais le monde ne serait conforme à nos espérances, en fait. J'ai toujours ce sentiment-là que le réel était quelque chose contre quoi on se cogne et qui nous désenchante. Le réel, par définition, nous désenchante, et d'une certaine manière, il faut aussi apprendre à être désenchanté, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais sans doute c'était et puis je déteste aussi le discours, moi, décliniste. Je ne pense pas qu'on soit dans une période décliniste. Il y a quelque chose d'autre qui naît, mais qui naît peut-être trop vite, et quelque chose qui disparaît peut-être trop vite, qui fait qu'on ne perçoit pas les forces montantes par rapport aux forces descendantes, en fait. Et on est dans un contexte d'incertitude. Mais l'incertitude, comme disait Kafka, c'est là aussi où naissent les grands espoirs, il y a un nouveau monde qui est en train d'apparaître. Et peut-être que moi j'en serais victime. Il y a une langue aussi qui se parle, et qui n'est plus tout à fait celle dans laquelle je me suis construit. Donc chaque jour, je fais de grands
grand et fort, j'intègre, mon fils dit wesh, c'est un mot qui existe depuis un certain temps, mais donc je l'intègre dans mon dictionnaire, wesh, ça veut dire quelque chose, et c'est pas que je vais m'employer, que je vais l'employer pour montrer que je suis bien à jour et que je fais partie de la modernité, parce que je trouve que c'est ridicule, je me confronte à la modernité, mais j'ai passé 60 ans, donc je ne suis plus moderne dans l'âge moderne. Mais j'essaye aussi que toute cette culture que je trimballe, elle puisse se réactiver, se rénover, se nourrir en fait, parce que le langage, comme la culture, ça change tous les jours. En fait, vous avez des grands chefs-d'œuvre qui apparaissent partout, tous les jours, mais il faut des consciences qui vont vous dire, là-bas, il se passe un truc. Là, ce film-là, il faut le voir. Là, cette pièce est intéressante. Lui, ce jeune artiste, elle fait même un type de spectacle, on ne sait même pas comment les appeler. Il faut avoir cette curiosité-là, et donc le monde est infiniment riche. Il est peut-être aussi d'autant plus riche que, avec les réseaux sociaux, avec tous les relais possibles, les propositions, en fait, quand il y en avait peut-être 300, je ne sais pas, quand j'étais un jeune homme, et aujourd'hui il y en a 3000 ou 3500. Alors après, il faut faire le tri, parce que vous ne pouvez pas assimiler tout ça. Donc le monde, forcément, c'est à la fois toujours très angoissant, et bon, je pense que un Trump, je sais pas, j'ai l'espoir que des gens comme ça, j'apprends qu'Elon Musk, il paraît qu'il se décrédibilise un peu plus chaque jour. Je me dis, ces gens-là, à un moment, ça va sauter. Ils vont disparaître. Même les Américains qui ont élu ces sinistres personnages-là, ils vont se rendre compte, peut-être. Donc ça, j'ose l'espérer. Et qu'on pourra échapper à l'extrême droite, pourquoi pas, en 27. Ça aussi. On l'espère, je l'espère avec vous. Il nous reste très très peu de temps, mais je voulais quand même signaler que ce livre, c'est aussi un grand livre d'amitié. On le dit peu, mais c'est quand même très important. Tiens, merci beaucoup. Oui. Emmanuel est un auteur dramatique et un cinéaste que je défends, qui a plutôt du mal aujourd'hui à faire des films, voire des pièces de théâtre. J'ai monté ses premières pièces de théâtre, mais je les ai peut-être pas très bien montées, que j'ai pas contribué à le populariser, et j'aimerais que d'autres s'en emparent. Et puis c'est mon meilleur ami depuis tant d'années. Et moi, je suis replié un peu sur ma cellule familiale, donc je vois même lui et ses frères, je les vois beaucoup moins qu'à une certaine époque. Donc c'est aussi une façon de dire à ces amis-là, je suis toujours le même, vous êtes mes amis, nous sommes, voilà, et nous continuons ensemble. Merci Denis Podalides d'être venu dans les Midis de Culture. Adi, ou comme on dit dans le Béarn, l'ami de la famille, souvenir de Pierre Bourdieu, c'est dans la collection Caméra Obscura chez Julliard, et ça nous a donné envie d'écouter Queen, You're My Best Friend.